En toute liberté. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci de votre fidélité toujours renouvelée au programme de Joliba TV News. Bienvenue dans votre émission En toute liberté. En toute liberté, c'est votre tribune qui donne la parole aux acteurs politiques, mais aussi aux acteurs de la société civile. Objectif, faire bouger les lignes et faire vivre notre jeune démocratie. À Joliba TV News, nous ferons le serment de faire la télé en libéralisant la parole publique, mais aussi d'œuvrer au quotidien pour une information plurielle au service du citoyen et de la démocratie. Mesdames, Messieurs, notre invité est un cinéaste malien et africain de renom, acteur incontournable du mouvement démocratique de mars 91 au Mali, ancien ministre de la Culture, coordinateur du mouvement Espoir Malikoura. Il est aussi une figure, emblématique du M5 RFP. M5 RFP, c'est le mouvement du 5 juin, Rassemblement des forces patriotiques. Il était l'un des premiers à demander ouvertement, sans gants ni masque, la démission du président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta. Mesdames, Messieurs, vous l'aurez compris, notre invité est Cheikh Oumar Sissoko. Cheikh Oumar Sissoko, bonsoir. Bonsoir. Merci de répondre à notre invitation. Merci. Votre état d'esprit ce soir. Vous êtes face aux Maliens, face aux Africains qui vous regardent en ce moment pour parler brièvement de votre parcours et des questions d'actualité. Il faudrait d'abord que je leur présente mes excuses parce que vous avez présenté un beau jeune homme, un bel homme. Alors beaucoup de femmes ont dû venir pour essayer de voir ce bel homme, mais tirer les leçons, le poids des ans, donc a marqué l'homme. Je suis content de pouvoir parler à beaucoup d'Africains parce que ma conviction c'est que le moment est arrivé enfin pour que nous écrivions ensemble une page de l'histoire de nos pays, de ce continent beau, riche, qui est le coffre-fort du monde. Donc personne ne doit nous empêcher d'écrire cette page, nous-mêmes, de l'histoire de notre continent. Donc, haut les cœurs à tout le monde. Est-ce que ce soir, vous allez parler à cœur ouvert pour les Maliens et les Africains qui nous regardent dans l'émission En toute liberté? Je n'ai pas l'habitude de tricher. Je parlerai à cœur ouvert, vraiment, comme vous l'avez dit, en toute liberté. Posez-moi les questions. Je n'esquiverai aucune question, mais je parlerai parce qu'il me tient à cœur de livrer, d'échanger avec les gens sur l'énormité des problèmes qui nous pèsent. Cheikh Oumar Sissoko, le principe de l'émission, c'est que dans un premier temps, on parle de votre parcours, mais rapidement, et parce que les téléspectateurs non maliens qui nous regardent, nous sommes suivis, j'ai l'habitude de rappeler ici, et dans 44 pays d'Afrique. Donc c'est à but pédagogique comprendre le parcours de notre invité. Donc pour rappel, je dis que vous êtes né en 1945 à 100, Mali. Le même jour que Thomas Sankara. Le même jour que Thomas Sankara. J'y tiens, le 21 décembre. Le 21 décembre, c'est la précision. Maintenant, on va voir, est-ce que dans la vision, vous ressemblez aussi à Thomas Sankara? Dans l'intégrité, est-ce que Cheikh Oumar Sissoko ressemble à Thomas Sankara? On va certainement lui poser la question. Étudiant à Paris, Cheikh Oumar Sissoko obtient un DA d'histoire et sociologie africaine et un diplôme de l'école des hautes études en sciences sociales, en histoire et cinéma. Il suit ensuite des cours de cinéma à l'École nationale supérieure Le Lumière. De retour au Mali, il est engagé comme réalisateur au Centre national de la production cinématographique CNPC. Il y réalise Sécheresse et Exode rural. En 1935, il réalise Gimba, le tyran, qui reçoit le prix spécial du jury au festival de Locarno, le prix du meilleur long métrage lors du 6e festival du cinéma africain de Milan 1996. Et l'étalon du Yenanga au FESPACO. FESPACO, c'est le festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou. En 1999 sort La Genèse, pour lequel vous recevez de nouveau l'étalon du Yenanga au FESPACO et le prix du meilleur long métrage lors du 10e festival du cinéma africain de Milan. Nous sommes en 2000. En 2000, vous réalisez Batou, qui obtiendra le prix RFI Cinéma du public au FESPACO en 2001. Donc, vous avez créé le collectif de production Cora Film. Vous avez aussi un parcours militant. Vous avez fait de la politique aussi, le cinéaste Cheikh Oumar Sissoko, qui était le président du Parti solidarité africaine pour la démocratie et l'indépendance, SADI, ancien ministre aussi de la culture. Tout dernièrement, vous avez été le coordinateur du
EMK Espoir Malikoura, qui, je le rappelais en introduction, qui avait demandé, vous avez ouvertement demandé, à un moment où personne ne croyait, le départ, la démission du président Ibrahim Boubacar Keïta. On va en rappeler, et puis on va le rappeler après. Et après, vous avez rejoint le mouvement M5RFP, ou c'est le mouvement M5RFP, c'est devenu après M5RFP, on va parler de tout ça. Donc voici brièvement pour les téléspectateurs africains et maliens le parcours, je dirais élogieux, du cinéaste Cheikh Oumar Sissoko. Vous avez sauté mon meilleur film, Niamanto. Niamanto, voilà, la leçon des ordures. La tragédie des enfants africains. Oui. 6 ans. Un hommage aux femmes africaines. Et je n'ai pas eu le deuxième étalon. C'est la rumeur qui a enflé pour dire que c'est le film qui a l'étalon. Et Google continue à maintenir cela. Je n'ai pas eu le deuxième étalon avec la jeunesse, mais c'est un film qui a été sélectionné dans les plus grands festivals, était au Festival de Cannes. Oui, on a vu que vraiment vous avez un DA en histoire, sociologie africaine, mais vous choisissez quand même de faire du cinéma. Est-ce qu'on peut connaître les raisons? Pourquoi Cheikh Oumar Sissoko a voulu faire du cinéma? C'est la politique qui m'amène au cinéma. Je faisais des études de sciences, mais j'étais en même temps un militant. Un militant de la Fédération des étudiants d'Afrique Nord en France, de l'Association des étudiants et stagiaires maliens en France, et j'étais aussi un militant du plus grand syndicat français, la Confédération Générale des Travailleurs, parce que je travaillais pour faire mes études. Donc les années 70 en France étaient vraiment, certainement, les meilleures années de lutte du peuple de France. Il y avait un tel front de solidarité du peuple de France contre l'apartheid, contre la dictature en Argentine, contre la guerre au Vietnam. Et nous étions embarqués dans de cela. C'est comme un moule que nous nous sommes fait faire donc, à l'intérieur de cette lutte-là. Donc, et là, je me suis dit, qu'est-ce que le professeur de mathématiques, de physique et de chimie irait faire donc, dans un continent où les dictatures militaires et civiles sont en place? Comment est-ce que je pourrais exprimer mes idéaux? C'est là où je suis allé vers le cinéma. L'image parle. C'est le médium le plus important de la communication sociale, n'est-ce pas? Et il met en évidence non seulement la réalité sociale, mais aussi toutes choses comme les problèmes que nous avons, et nous permettant vraiment donc, de comprendre nos droits et nos devoirs. Et pour moi, c'était la meilleure façon d'apporter ma contribution à l'éveil des consciences. Ali Nouhou Diallo, dans une lettre ouverte aux acteurs du mouvement démocratique, disait de vous que vous aviez filmé les événements de mars 91. Cheikh Oumar Sissoko, à l'époque, qui a filmé les événements de mars 91. Est-ce que vous allez faire un film sur les événements qui ont conduit à la chute, avant même les manifestations, la révolte populaire ou la révolution, qui a été parachevée après par l'action des militaires? Est-ce que vous pensez, et puis après la transition, est-ce que le cinéaste que vous êtes est en train de penser à un film sur cette partie importante de l'histoire du pays? J'aurai un parti pris. J'aurai un parti pris, j'ai demandé à d'autres de le faire, et je vais leur livrer donc les images, j'aurai un parti pris. Il faut vraiment quelqu'un qui soit en dehors de cela pour avoir donc la tête suffisamment lucide pour dire la vérité. Je ne veux pas dire que je vais tricher, non. Mais je pense que quelqu'un d'autre pourrait le faire. Je serais moins émotionnellement pris dans ma tête pour ne pas aller au-devant donc, des cruelles vérités souvent. Okay. Donc, Cheikh Oumar Sissoko, nous allons maintenant entamer la rubrique sur les traces de l'invité. Nous allons commenter des images, 3-4 images, et vous allez nous dire le contexte de l'image. Rubrique sur les traces. Cheikh Oumar Sissoko, nous allons regarder la première image et vous allez nous dire le contexte et l'histoire de l'image. Là, c'est le casting que Sembène Ousmane m'a imposé pour jouer le rôle de Samori Touré. Il avait cet immense projet qu'il voulait faire. Et donc, j'ai passé une journée avec lui, j'ai porté les costumes de Samori Touré. Et finalement, le choix s'est porté sur moi. Malheureusement, il n'a jamais pu le faire. Mais je ne voulais absolument pas faire le comédien. Je ne voulais pas prendre le pain des autres. On m'a beaucoup proposé plusieurs fois. J'ai plutôt mis d'autres personnes dedans. Mais Sembène m'a informé. Alors maintenant, jeune homme, écoute-moi très bien. Je t'interdis d'aller jouer dans un film. Ton premier film, ce sera le mien
Samori Touré. Tu m'as bien compris? Je dis oui, tonton, j'ai compris. Mais qu'est-ce que vous avez retenu du personnage Samori Touré? Vous le savez déjà, vous le connaissez certainement, mais avec le film, certainement que vous avez des informations solides sur le personnage. Non, je suis un historien, donc Samori, c'est l'un des plus grands combattants contre le colonialisme. Samori a écrit, comme je l'ai mis dans mon livre, l'homme ne grandit que dans la paix. Il faut tuer la guerre. Et c'était le slogan de Samori pendant toutes les guerres qu'il a eu à mener. Samori est rentré dans la guerre parce que sa mère a été enlevée. Et puis elle était traitée comme servante chez un roi, un prince. Donc il est allé se livrer pour prendre la place de sa mère. Mais le roi l'a gardé et l'a mis dans son armée. C'est comme ça qu'il a été obligé d'aller dans les armes. Et il a refusé l'injustice, il a refusé le sort qui était fait donc, aux populations de son village, aux populations de son pays. Et il a commencé aussi à être un chef de guerre. Mais il était très guidé par l'islam parce qu'il était imam, l'Almami Samori Touré. Et c'est entre-temps que donc, les colonialistes sont venus et il s'est armé contre les colonialistes. Et sa guerre principale, c'était contre les colonialistes. Il a essayé d'ailleurs de rassembler les gens, de rassembler Amadou Tall, mais aussi Babemba et Thieba. Mais ils ne se sont pas entendus. Cette casquette, beaucoup de Maliens ne connaissent pas cette casquette de l'historien que vous êtes. Hein. C'est surtout le cinéaste, hein. C'est Oumar Sissoko que les gens Je n'ai jamais pratiqué, donc je suis aujourd'hui un mauvais historien. Seulement, j'ai les éléments vraiment d'analyse et autres. Nous allons regarder la deuxième image et nous allons commenter ensemble. Oui, on voit une image. On voit un monsieur qui porte des lunettes noires. Semben Ousmane. Semben Ousmane. Oui. Et moi, je suis à sa gauche. Oui. Et à sa droite, c'est mon assistant Ibrahima Touré. Semben Ousmane s'est déplacé pour venir sur mon plateau de tournage quand je tournais Batou, qui est une adaptation du célèbre roman de Aminata Sofal, La Grève des Batou. Ouais. Il ne le fait jamais à quelqu'un d'autre. Et là, j'étais honoré. Donc, Sembène Ousmane représente beaucoup pour vous, hein, le cinéaste, l'écrivain Sembène Ousmane. Les bouts de bois de Dieu, certainement, ça vous rappelle beaucoup de choses. Oh là là, les bouts de bois de Dieu et tous les films qu'il a eu à faire, dont il s'est inspiré de ses romans. C'était le militant. C'est le gars l'homme plutôt, qui s'est vraiment battu pour qu'à travers les images, l'Afrique puisse se libérer. Il était d'accord avec les anciens. Chaque fois qu'il venait à Bamako, de l'aéroport, il allait directement voir les dirigeants de l'Union CRDA. Et c'était comme cela dans tout le continent. Il a mobilisé les cinéastes. Il a fait créer, avec d'autres, les grands festivals de cinéma. Parce que les Européens refusaient nos films, comme les journées cinématographiques de Carthage, à Tunis, comme le FESPACO, le Festival panafricain du cinéma et de télévision de Ouagadougou. Donc il s'est battu pour cela et il s'est battu pour faire le film. Et jamais il n'a été prendre de l'argent aux Français pour faire un film. Il a beaucoup de respect, beaucoup de considération. Il avait beaucoup de respect et de considération pour vous, vous l'avez dit. Ah oui. C'était réciproque. Parce qu'il a senti que j'étais sur la même voie que lui et c'est lui qui a fait Camp de Tcharoy. Sur cette tragédie que les tirailleurs sénégalais ont connu le 1er décembre 1944 à Tcharoy. Quand les Français, tôt le matin, sont venus tirer sur eux parce qu'ils revendiquaient simplement leur solde. Nous allons regarder une autre image, Cheikh Oumar Sissoko. On voit une image, un plan d'ensemble. Un plan d'ensemble. On voit un homme en béret rouge, on ne sait pas qui c'est. C'est ATT. Le président ATT. C'est le président ATT. Oui. Ça, c'est le président ATT. Ça, c'était à la chute du dictateur Moussa Traoré. Ouais. Okay. Qu'est-ce que vous... C'était à la maison. Maison. Vous étiez de quel côté sur la photo? C'est vous qui, voilà, parce qu'on ne voit pas le visage. Vous étiez en train de l'embrasser, c'est ça? Oui, c'est moi. Voilà. C'est moi. On s'embrassait. Okay. On s'embrassait. Vous semblez lui parler à l'oreille. Qu'est-ce que vous lui disiez à cet instant précis? Est-ce que vous vous rappelez? Écoutez, nos responsabilités. Je lui parlais de nos responsabilités. Oui. Moi, j'aime mon pays et je ne parle que des responsabilités qui peuvent permettre de changer la face de mon pays. Je lui parlais de mon responsabilité. Okay. Je lui disais que je suis sûr et certain que c'était ça, je ne me rappelle pas tellement, mais que nous n'avons fait que commencer la lutte pour le changement. La lutte doit continuer. Voilà. On va regarder une autre image. Oui, on va... 1995, Ouagadougou, je brandis l'étalon de Yenenga.
qui m'avait été remis par le président Blaise Compaoré. C'était la cérémonie de clôture. C'est des bons moments. Est-ce Ah, que c'est ça la vous soirée du rajeunit bonheur. tout ça? Ça vous rappelle des souvenirs intenses, Ah, c'était formidable. Cheikh Oumar Soko? Ah oui. C'est des moments intenses de votre vie? Ah oui, ah oui. Gagner le FESPACO, c'est comme gagner la Coupe d'Afrique du cinéma. Extraordinaire. À l'époque, l'accueil, est-ce qu'il y avait eu un accueil triomphal pour vous? Parce que pour le fils du pays, qui revient avec un trophée. Absolument. Quand je suis arrivé à l'aéroport de Bamako, la foule était immense à l'aéroport. La foule était immense. Et quand je suis arrivé, le protocole m'a appelé pour dire le ministre vous attend dans le salon d'honneur. Mais j'ai dit, mais le ministre, il va attendre. Le peuple est venu m'accueillir. Moi, je vais montrer le trophée au peuple d'abord. Ouais. Le protocole a voulu s'énerver. J'ai dit, tu peux t'énerver, mais moi, je m'appartiens. Et le peuple, j'appartiens au peuple. Je suis allé voir le peuple et quand j'ai été, c'était mon camarade Bakary Kouniba Traoré. J'ai dit, écoute, Bakary, je t'ai fait attendre, mais j'étais avec le peuple dehors. Tu as bien fait, tu as bien fait. On dit de vous que vous êtes un homme de conviction, un homme de principe aussi, Cheikh Oumar Soko. Est-ce que c'est facile de suivre, de vous suivre? Est-ce que c'est facile de respecter les principes de Cheikh Oumar Soko? Vous n'êtes pas compliqué, j'espère. Jusque-là, j'ai pu les respecter parce que mes convictions et mes principes déterminent ma vie et toute la conduite que je dois avoir. Je suis compliqué parce que tous ceux qui ont des principes et autres, vous n'entendez pas très souvent, on dit que c'est un radical, alors que je suis un homme très simple. Je pense que j'aime les gens, j'aime aller vers les gens, j'aime écouter les gens, n'est-ce pas? Mais je suis sur mes principes. Quand il y a des choses à faire, je dis non, je ne suis pas d'accord. Tout comme avec le M5, le mémorandum. Oui, on va en parler. Oui, allez-y. Voilà, allez-y. le mémorandum, j'ai dit non. Oui. J'ai dit non parce que le mémorandum, vous nous demandez de lâcher notre lutte. Nous, quand nous avons commencé le 14 mai, c'était vraiment la rupture avec le régime en place. Donc nous ne sommes pas d'accord et nous avons été les seuls à refuser. Mais j'ai tenu à aller en parler à l'Assemblée générale de MK. Et l'Assemblée générale, à l'unanimité, a dit non, il n'en est pas question. Okay. Est-ce que vous avez l'impression souvent que vous êtes un homme incompris? Est-ce que vous avez une fois eu l'impression de votre vie que vous êtes un homme incompris? Oui, je pense que les gens me suivent quand ils me connaissent. Les gens sont d'accord avec moi quand ils me connaissent, quand ils apprennent à me connaître. Mais les gens qui sont loin de moi, à cause des rumeurs, à cause des réseaux sociaux, à cause des insultes, vous allez voir demain, il va y avoir des insultes à mon endroit, ils se posent des questions. Ils se posent des questions pour dire que, mais en fait, on est en train de dire qu'il est ceci et cela. Mais non, je suis quelqu'un tout simplement, j'aime profondément ce pays. J'aime ce pays et mes convictions et mes principes ne me feront pas changer sur la ligne à changer. Je peux faire des compromis avec des gens. Ce sont ces compromis qui m'ont emmené avec l'imam Diko, avec Kaoudim, avec Shogel et puis avec d'autres personnes. Les gens avec lesquels j'ai travaillé, ils n'étaient pas tous du même bord que moi. J'étais d'accord avec eux parce qu'il y avait une priorité et je suis d'accord et quand je suis d'accord, j'y vais à fond. Mais ne me demande pas en cours de route que non, c'est pas comme ça qu'il faut aller quand on est arrivé au Dakoum, n'est-ce pas? De dire qu'il faut aller à gauche alors que c'est pas là qu'il y a l'objet de notre lutte. Ça, vous avez parlé de compromis, vous êtes dans le compromis, mais vous n'êtes pas dans la compromission, c'est ça? Je ne serai jamais dans la compromission. Vous n'êtes pas un courtisan? Ah non, je ne serai jamais un courtisan. Je n'ai pas été éduqué dans ce sens-là. Vous savez, tout ce qu'on est, on l'apprend à la maison. J'ai été éduqué dans ce sens-là. Moi, je sors de deux familles politiques. Le PSP d'un côté et le RDA d'un autre. Et j'ai construit moi-même ma propre famille politique, d'abord avec le PMT, et puis ensuite avec le groupe Tchemoro-Ngara-Kouaté, avant d'aller au Sénit, et puis ensuite à Sadi. Au PSP, mon oncle... Vous n'avez jamais juré avec vos convictions, jamais? Ah non, non. Sinon, je n'ai pas de raison de vivre. Je n'ai pas de raison de vivre. Ça, je l'ai appris chez moi. Il faut dire la vérité, il faut se respecter. Et pour respecter les autres, il faut se respecter soi-même. 91, après, on se rappelle en 2020, avant la chute du régime Ibeka, vous étiez sur le front, vous avez été même l'un des premiers à demander la démission du président Ibeka. Qu'est-ce que vous reprochez justement au président Ibeka? La gestion calamiteuse, la forfaiture, l'existence d'une oligarchie qui tripatouillait dans les fonds, dans les deniers publics, et l'impunité, la corruption énorme, au vu aussi de tout le monde. Et le pays qui plongeait. Comment est-ce qu'un chef d'État peut accepter que l'argent qui est destiné à permettre à nos soldats, à nos militaires, d'aller défendre la patrie au front, comment est-ce qu'il peut accepter que cet argent-là soit détourné et que ces militaires-là soient
des chairs à canon. Ils mouraient. Sans oublier les civils qui mouraient à côté. Ne serait-ce que cela. Comment est-ce qu'on peut permettre cela? Non. Vous avez fait, et vous le connaissez très bien, certainement que vous l'avez même pratiqué. Pourquoi vous n'avez pas été le voir pour lui dire la direction que vous êtes en train de prendre n'est pas la bonne pour le pays? Est-ce que vous avez pris langue à l'époque avec le président Ibeka? D'abord, je le connais. Je le connais, il m'appelait son petit frère. Et c'est lui et Ali Diallo qui, en 1970, à mon arrivée à Paris, ils m'ont rencontré dans un foyer de travailleurs migrants où j'accompagnais quelqu'un que j'ai rencontré à l'aéroport, il ne savait pas où aller. C'était le foyer Mathuré Moreau, 49 avenue Mathuré Moreau. Je l'ai accompagné là-bas, j'ai trouvé les deux parce qu'ils s'occupaient de l'alphabétiser des travailleurs migrants. Les deux m'ont pris de côté pour m'expliquer qu'il y a une association, l'association des étudiants stagiaires maliens en France, et que dans tous les foyers, nous alphabétisons. C'est là où j'ai été dans le mouvement étudiant à Paris, pour finir finalement dans ce foyer où j'ai alphabétisé pendant 7 ans. Je venais 2 fois par semaine pour alphabétiser et une autre fois pour parler des problèmes juridiques que les travailleurs connaissaient. Donc c'est eux qui m'ont amené. J'avais de bonnes relations avec lui, même des relations de parenté. J'ai été le voir. J'ai été le voir, je l'ai rencontré une fois. Je vous jure que je lui ai parlé de tous ces problèmes-là. Mais ça a été la dernière fois, la seule fois où j'ai pu le voir. J'ai essayé de le voir en vain depuis Ouagadougou où il était, où nous avons même déjeuné ensemble. Et je lui ai dit, il faut qu'on se parle. Il m'a dit, à Bamako, on se rencontre. C'était déjà quelle année? Février 2019. 2019. Parce qu'il a été nous soutenir, il a été soutenir le cinéma africain. C'est lui qui était le coordinateur de l'Union africaine des arts, de la culture et du patrimoine. Donc il avait ce poste-là qui lui a été donné pour les travaux du patrimoine et puis des arts de la culture qu'il soutenait ici au Mali. Donc j'ai essayé en vain. J'ai rencontré Vous l'avez parlé. Je l'ai parlé une seule fois. Une seule fois. Et je lui ai dit, sincèrement et avec beaucoup de vérité. Ah oui. En substance, qu'est-ce que vous lui avez dit? La direction n'est pas bonne, le cap n'est pas bon, on le change, le pays tombe, si rien ne fait. Ah oui, c'est exactement ce que je lui ai dit. Il vous a écouté, il vous a répondu quoi? Je lui ai dit une chose, vos ministres n'arrivent pas à vous voir. Comment cela est possible? Ils sont obligés de passer par notre fiston pour vous voir. Il me dit, c'est faux, c'est faux. Ils ne savent pas travailler. Les ministres ne savent pas travailler. Oui, ils ne savent pas travailler. Okay. Mais c'est parce qu'ils ne savent pas travailler, ils racontent des histoires. J'ai dit, mais s'ils ne savent pas travailler, qui les a nommés? C'est vous. Enlevez-les. Nous avons parlé de choses et d'autres de ça. Je lui ai dit non. Je lui ai dit, la famille n'a pas à se mêler de la gestion du gouvernement. Il m'a fait ça. Hein? Et ça, c'est parce que moi, il me respectait beaucoup. Okay. Donc, sinon, il m'aurait proprement engueulé. Okay. Mais ça a été la dernière fois où j'ai pu le voir. Hein? Okay. Il m'a écouté, il m'a vraiment écouté. Je lui ai apporté beaucoup d'informations. C'est-à-dire vous avez eu l'impression qu'il vous a écouté, mais il ne vous a pas entendu. Je crois que je me demande s'il n'était pas pris en otage. Otage par qui? Par son entourage. En premier lieu. Par son entourage. Moi, je l'ai connu à Paris. Et puis ensuite, je ne dis pas qu'il avait la même vision politique que moi. Loin de là. Mais voir le pays tomber en désuétude et ne pas réagir, hein, ne pas prendre les dispositions, n'est-ce pas? Laisser aller. Lui-même, il a reconnu que le pays est en guerre. Ce que Choguel dit maintenant, Choguel dit nous avons eu une invasion. Ce que tout le monde est en droit de reconnaître aujourd'hui. Mais il n'a pas pris les dispositions. Sous lui, il y a eu Ogosagou. Il y a eu combien de fois des tueries? Mais à chaque fois, il dit jamais plus ça. Et je lui dis ça, jamais plus ça. Mais c'est comme si ceux qui viennent tuer l'ont entendu et 15 jours, 30 jours plus tard, rebelote. Ça ne change pas. Il n'y a jamais d'enquête. Et bon, en même temps, il y a Kidal. Kidal qui est occupé. Hein? Et c'est bien notre territoire. Voilà. D'accord. Quand vous l'avez vu au soir du 2 août prononcer sa démission au peuple malien, quel était le sentiment qui vous a animé, Cheikh Oumar Sissoko, ce soir-là?
Parce que vous étiez à la place de Honnêtement, l'indépendance, parce que vous suivez les événements aussi en direct. Honnêtement, j'ai pensé qu'il pouvait l'éviter. L'homme que je connais n'aurait pas attendu ce temps-là pour parler au peuple. Il a parlé au peuple un soir, mais j'ai entendu dire qu'on a changé son discours. C'est pour ça que je dis qu'il était pris en otage. L'homme que je connais aurait pris ses responsabilités pour dire aux Maliens son sentiment et dire « Je me suis trompé ». Il aurait dit « Voyons ce qu'on va faire. Je me suis trompé ». Mais on ne l'a pas laissé faire cela. Il n'avait pas ses marges de manœuvre. Okay. Ça, j'en suis convaincu. Il était lucide au moins. Il était lucide, mais on en vient à se demander si on le laissait lucide. Franchement. Hein? On va vous poser une question. Et j'espère qu'il va écrire un jour ses mémoires. On l'espère vivement. Et une dernière question sur l'homme, sur vos relations. S'il a une qualité de président Ibeka, serait quoi? S'il a une qualité que vous aimez chez l'homme, s'il y a une qualité que vous aimez chez l'homme, c'est Ibeka. Il a le courage. Okay. Mais là, je suis sûr, c'est pour ça que je dis qu'il aurait eu le courage de ses opinions. Il a le courage, il a la fermeté. Mais là, il a manqué de fermeté. C'est ça que je ne comprends pas en l'homme. Ok. Donc maintenant, M5 RFP, vous êtes retrouvé, première marche le 5 juin, d'où le nom M5, mouvement du 5 juin, rassemblement des forces patriotiques. Comment ça s'est passé, ce regroupement d'hommes politiques avec les associations, le milieu religieux? Comment s'est passée la collaboration, Cheikh Oumar Sekou? Tout simplement, nous, on est venus avec l'idée de rassembler tout le monde. C'est ça qu'on a fait passer aujourd'hui dans un journal, le sursaut, et les gens ont commencé à épiloguer dessus. Cheikh Oumar arrivait de descendre encore dans la rue. Non, je ne descends pas dans la rue. On a repris simplement un titre de mon livre que j'ai écrit en 2019. J'ai demandé le sursaut national, rassembler large. Et notre inquiétude, c'était deux choses. La mauvaise gouvernance et la guerre au nord et au centre. Il faut arrêter tout ça. La mauvaise gouvernance, c'est le fait d'un régime. Il faut faire la rupture avec ce régime-là. Donc c'est pour cela que nous avons parlé de 4e République. C'est autour de cela que Choguel le premier a été à notre conférence de presse, mais il est arrivé en retard. Il est en retard, c'est-à-dire il est venu en retard. Il est venu en retard. Combien de minutes? À la conférence de presse. On avait fini, on sortait, on partait. Okay. Donc, mais on a accepté. Il était invité. Il était invité. Comment il vient en retard? Pour vous, c'est un manque de rigueur? Parce que vous insistez qu'il est venu en retard. Non, je n'ai pas insisté. Okay. J'ai dit simplement que je pouvais... C'est pour dire qu'il avait été intéressé par cela. Okay. Il est venu, mais il est arrivé en retard. Okay. Mais on s'est assis avec lui pour expliquer les tenants et les aboutissants. Et le lendemain, il a demandé à parler avec Ikassa. L'actuel ministre de la refondation. De la fondation. Ibrahim Ikassa. Ensuite, le dimanche, vraiment, la vraie rencontre, ça a été samedi 16, ça a été avec Kaoudim. Kaoudim est venu avec son équipe de 9 personnes et nous avons parlé. Pour dire que nous sommes d'accord avec vous. D'ailleurs, on se préparait à faire une conférence de presse. On vous invite à cette conférence de presse. Donc, on a été à la conférence de presse et ensuite, on a rencontré le FSD 2 jours après et nous avons décidé, le 30, de nous rencontrer, de nous mettre d'accord et puis de lancer la sortie du 5 juin. Tout est allé très vite. C'est allé très vite. Troïka, EMK, Espoir Malikoura, FSD, Front pour la sauvegarde de la démocratie, la CEMAS de l'imam Mahmoud Diko, qui était, c'était Kaoudim qui était à l'époque le coordonnateur. Donc c'était allé vite. C'est allé très vite parce que c'était des gens qui étaient souvent sur le terrain pour revendiquer les mêmes choses que nous, c'est-à-dire dénoncer la mauvaise gouvernance. Nous avons été simplement un peu plus loin pour dire qu'il faut faire la rupture avec le régime et il faut aller vers la 4e République. Mais là, ils n'ont pas mis ça. Mais Kaoudim, parlons de Kaoudim. Il était le premier, il était du M5 RFP. C'était aussi une figure importante du mouvement. Mais juste après la chute, c'était lui-même qui dit le M5 est mort, je cite, il est mort de sa belle mort. Vous avez été surpris de cette affirmation? Non. On est acteur et puis on annonce la mort de son mouvement. Non. Dans les discours de Kaoudim, on sentait à chaque fois que l'étape, c'était vraiment le départ de Ibeka. Il fallait suivre ses discours. C'était l'unique pour lui, l'objectif c'était le départ. Ah oui, le reste, c'est la bonne gouvernance, tout le reste ne le préoccupait pas.
Non, ça le préoccupe, mais il pense que, je ne veux pas lire dans sa tête, Oui. il pense que toutes ces personnes-là qui sont là, donc, ne Étaient sont là. pas des alliés sûrs pour lui. Il avait une voie qui va suivre et il est en train de suivre la voie. Vous avez vu, il a créé son parti, parti politique, et de façon extrêmement intelligente. Vous le voyez parler vraiment en homme politique sur tous les plateaux. C'est incroyable. Vous semblez avoir de l'admiration pour Kaoudim. Non, je n'ai pas de l'admiration pour lui. Certains disent que J'aime bien c'est les un gens- politique spécial. J'aime bien qu'il les est- gens qui ont du culot. Ok. Il a du culot, tout comme Choguel, il a du culot. Ok. C'est des fonceurs, Ok. hein, n'est-ce pas? Ok. On va en parler. L'imam Mahmoud Duko. L'imam Mahmoud Duko, c'était votre autorité morale, autorité morale du M5RFP. Vous étiez très ingénieux en termes de réflexion. Vous avez même créé votre autorité morale. Vous avez les nouvelles de votre autorité morale? Oh, je n'étais pas d'accord sur ça. Je t'ai mis en minorité, je n'étais pas d'accord sur ça. On n'avait pas besoin d'autorité morale. La preuve, tout ce que je craignais est arrivé. L'imam Diko était dans le creux de la vague. Il a vu toute l'opportunité qu'il avait vraiment donc de surfer. Et donc il est venu, il a brillamment utilisé. Bon, ce n'est pas la peine d'en Mais parler. il était parce plus audible que vous, les acteurs politiques. Mais bien Parce que sûr. l'indépendance, ses discours enflammés pratiquement, il embarquait les gens. Mais bien sûr. C'est pour ça que Et des vous fois, étiez même derrière lui. des fois, Parce je que dis- c'était lui qui intervenait derrière chaque fois, Ah oui. en dernière position, pour donner certainement le mot d'ordre. Et vous étiez derrière. Comment vous comprenez ça? Vous savez- Vous, le cinéaste, vous est-ce savez- que, en termes de cinéma, comment on peut appeler ça? Vous C'est la savez- scénarisation? non, c'est la figuration. Ok. Finalement, Oui. donc il jouait le rôle principal et donc on jouait les rôles secondaires. Mais en réalité, vous savez, quand vous êtes à 3, Le Je rôle crois était que bien dans- réparti, c'était fait exprès, quand on, c'était fait était à à, dessein. quand on était à 3 dans Oui. un groupe, Oui. dans tous nos groupes ethniques, on dit, il y a le troisième, Oui. il est dans le vent. Donc ça a été le cas Qui entre était nous. le troisième? Moi. Ah, vous étiez dans le vent. Ah oui. Voilà. Ouais. Vous avez, Les deux sont bien entendus. Vous avez Donc, péché par naïveté ou bien c'est quoi? par naïveté. Par naïveté. Parce que j'y croyais. Moi, je suis quelqu'un, je suis ouvert, je crois aux gens, j'étais omnibulé par Mais l'objectif. qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que l'imam est resté sur l'idéal M5RFP? Non, tout le monde le sait qu'il n'est pas resté sur l'idéal. Mais l'imam, ne perdons pas notre temps sur Oui, l'imam. on va revenir, c'est Vraiment, important. oui, mais On va continuer. on On a va qu'une continuer heure- rapidement. On finit on a qu'une heure de avec ça. temps. On Ouais, finit avec ça. ouais. On finit avec la parenthèse. Ouais, ouais. Voilà. Est-ce que pour vous, il a respecté l'idéal? Non, non. L'imam, il n'a pas Ok, respecté. tout ce rapidement. qui était, ouais. Voilà. Donc pour vous, il n'a pas respecté l'idéal. La lutte, Ibeka est parti de où les militaires sont venus parachever la lutte. Cette fois-ci, ce n'est pas l'imam, c'est l'expression est de vous. Vous dites que vous avez dit à l'époque que le M5 a été dribblé. Dribblé par qui? Cheikh Oumar. Par le CNSP. Cette fois-ci, Ouais, oui, par le CNSP. ouais. Ok. Et nous avons été naïfs aussi. À ce niveau aussi. Ouais. Vous avez envoyé les CV, plus de 14 CV, ça aussi, ça montre clairement une maturité du M5RFP. 14 CV pour Non, un poste. non, on n'a qui- pas envoyé 14 CV. Là, on s'est fait rouler dans la farine par des gens de chez nous-mêmes. Ok. On a décidé de se mettre ensemble pour proposer un candidat ou maximum 3 candidats. Donc, les CV sont venus. Il n'y a pas eu de rencontre pour pouvoir décider. Et le samedi, en dehors de nous, il a été décidé d'envoyer les 14. C'était de la malfaisance. C'est ça qui s'est passé. Sinon, on n'a pas envoyé. Moi, mon CV a été amené au comité stratégique. Comme les 13 autres CV ont été amenés au comité stratégique. C'est le comité stratégique qui devait se réunir. Donc, pour désigner maximum 3 personnes et amener cela. Mais que répondez-vous à ceux qui disent à certains Maliens qui pensent que la lutte de M5RFP, c'était un positionnement, c'était pour des postes, c'était une querelle de postes, ce n'était pas pour le Mali. Ouais, mais Ils sont nombreux ces Maliens qui pensent comme ça, Cheikh Oumar Sissoko. Ouais, mais laissez les Maliens parler. Les Maliens, Est-ce qu'ils n'ont pas le droit aussi de se poser des questions? mais si, ils peuvent se poser des questions. Mais quand même, ils doivent reconnaître que pendant combien de temps des gens sont sacrifiés, ont risqué leur vie pour pouvoir lutter. Ils oublient de dire cela. Ils ne sont pas les seuls, d'ailleurs, ceux qui veulent chercher des places. Parmi ceux qui étaient dans la foule pour nous accompagner, le peuple, il y avait cela. Parmi ceux qui n'étaient pas dans la foule, qui sont restés chez eux, hein, ils ont cherché à avoir des places. C'est malheureusement donc les problèmes qui se posent à nos citoyens. Donc les gens, c'est la débandade quand il y a
des postes à la clé. Ok. Mais non. Ouais, parlons de la transition. C'était dans un premier temps, c'était Bandao qui était le chef de l'État, le président de la transition. Après, il a été débarqué par Assimi Goïta qui revient. Et puis Mokhtar Wane qui était le Premier ministre. Donc après, vous avez demandé la rectification de la transition. Aujourd'hui, le Premier ministre de la transition s'appelle Choguel Mega. Il était le président du comité stratégique du M5-RFP. Votre regard sur la question? Pour vous, il y a eu rectification avec l'arrivée du M5-RFP? Non, il n'y a pas encore de rectification, mais je pense que c'est en cours. Mais si ce n'est pas le cas, le M5 est une veille citoyenne. On va dire qu'il n'est pas d'accord sur ce qui est en train de se faire. Okay. Notre soutien sera effectif tant que Choguel et son équipe vont respecter la ligne de rupture de M5. Si ce n'est pas le cas, nous allons clairement donc, dénoncer cela. Donc jusque-là, notre soutien est clair. Okay. Pour le moment, les premiers pas, est-ce que les premiers pas, le duo Assimi sont rassurants pour vous? En toute objectivité, parce qu'on est dans l'émission. Je voudrais en parler parce qu'à mon avis, le programme qu'ils ont présenté, à mon avis, manque de rigueur. Manque de rigueur. Le plan d'action gouvernemental. Le plan d'action gouvernemental. Parce que c'est ça qu'on peut les juger. Manque de rigueur et manque vraiment de vision, de réalisme. En ce sens que les 4 axes, les 3, le deuxième, le troisième et le quatrième, ne peuvent exister que si le premier axe est réalisé. C'est de ça que je veux parler. Pour vous, c'est du remplissage? Ce n'est pas du remplissage. Ils ont fait le travail d'un gouvernement. Les 3 autres postes, tous les 4 postes, sont des devoirs d'un État en place. Un État, c'est quoi? C'est ce corps social et politique qui a en charge la gestion des affaires publiques. Donc, les 4 points sont les affaires publiques. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qui marque vraiment les affaires publiques du Mali? Qu'est-ce qui marque? C'est la guerre. Ataguna est là pour nous rappeler, tragiquement, Aguelok, 51 mois. Osaguna, Bulkessi, Djoura, etc., etc. Je peux citer sur les doigts des mains et sur les doigts des pieds. Des milliers de morts parmi les civils et les militaires. L'économie est arrêtée. Il n'y a pas d'école. Il n'y a pas de structure de santé. Il n'y a pas d'administration. Les enseignants sont dans la rue. Ça, c'est exact. Mais le problème, c'est la guerre qu'il y a. Mais pourquoi les Maliens ne peuvent pas comprendre qu'il y a la guerre et que ça doit être la priorité des priorités? Tant qu'on ne résout pas ce problème-là, on n'arrivera absolument à rien faire. Évidemment, le PAG s'occupe de cela. Le PAG dit renforcer la sécurité. Mais renforcer la sécurité avec un recrutement de 12 000 personnes et acheter du matériel pour 220 milliards de francs CFA, avec 1000 patrouilles donc, chaque 3 mois. 1000 patrouilles chaque 3 mois, tu calcules, ça fait 11 patrouilles par jour. 11 patrouilles sur toute l'étendue du Mali. Où est-ce que vous voulez aller pour ça? Quel est le problème aujourd'hui? Le problème est que quand les FAMA, avec courage et détermination, vont couper la route aux terroristes, ils ne peuvent pas rester parce qu'ils sont obligés de revenir ou bien d'aller ailleurs. Les autres reviennent là-bas. Alors, mon avis, si vous voulez vraiment mon avis, oui, c'est pour ça que vous êtes là. Il faut un plus grand recrutement. D'abord, il y a une guerre. Avec les amis, nous avons concerté. Il faut faire la déclaration de l'état de guerre et de légitime défense. Et réunir les conditions. La déclaration de l'état de guerre, c'est avec les arguments juridiques nationaux et internationaux et l'exposer au monde entier et engager la légitime défense. Parce que cette guerre, elle va continuer au moins pendant 10 ans. Elle va s'amplifier parce que les terroristes qui sont en Irak, au Moyen-Orient, qui sont en train d'être battus là-bas, ont commencé à venir donc, chez nous, au Sahara et au Sahel. Et on veut fermer les yeux sur ça, aussi bien notre pays que la CEDEAO. Okay. Donc il faut recruter. Tous les cercles aujourd'hui sont atteints, sauf presque 9 cercles. Mais ça ne va pas tarder. Donc il faut, pour moi, recruter pour qu'il y ait un
bataillons dans chaque cercle. Hein? C'est capital. Il faut appeler les réservistes. Il faut militariser la police, n'est-ce pas? Il faut de l'argent, c'est vrai. Mais sur l'argent qu'il a, écoutez, il prend 1000 milliards de francs CFA. Moi, le calcul que j'avais fait avec tout ce qu'il y a à faire, j'étais à 800 milliards de francs CFA, mais sur 5 ans. Il le fait pour pouvoir, avec le bataillon, donc dans chaque cercle, écoutez, du sud, on monte vraiment pour le nord, pour ratisser. Et de l'ouest de Caille, du sud, Sigasso, on monte vers le nord pour ratisser. De Caille à l'ouest, on monte pour ratisser. Eux, ils se rejoignent pour monter vers le nord. Mais ils occupent l'arrière. Ils occupent l'arrière. On ne peut pas continuer comme cela, on ne peut pas continuer à compter sur la France et la MINUSMA. Vous savez ce qui s'est passé aujourd'hui? On dit partout sur tous les réseaux que le ministre de l'administration territoriale, qui n'est pas n'importe qui, a été empêché par la MINUSMA de rentrer dans le camp à Chacha, donc à Tessalit, parce qu'il voulait aller voir les femmes. Qu'est-ce qu'on doit faire, M. Haïdara? Le responsable de la MINUSMA qui a fait cela, il doit être personne non grata, donc en territoire du Mali. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Oui, je comprends. Est-ce que ça veut dire clairement qu'on n'a pas la réalité, on n'a pas la réalité du terrain? Et que vous parlez de la MINUSMA, il y a certainement d'autres forces, certainement que ce sont ces forces-là qui détiennent la réalité sur le terrain. Nos militaires sont au palais, ça aussi c'est l'autre. Ils sont au palais, les militaires sont au palais, le président de la transition c'est un militaire, c'est un colonel. Oui. Voilà. Donc, mais il faut recruter, je vous dis qu'il faut recruter les gens et les former. Il faut au moins 1 an et demi, 2 ans pour les former. Mais ceux qui sont là-bas maintenant sur le front, il faut les doter de moins. Donc vous êtes dans la logique de la prolongation de la transition. S'il faut former tout ça, qui va former, qui va suivre? Ou bien il faut aller à une élection? Mais s'il y a les élections, mais il va y avoir une équipe gouvernementale, non? Qu'est-ce que vous me racontez là? Non, mais c'est ça. Parce que le programme, parce qu'il faudrait que les téléspectateurs comprennent votre démarche. Il faut recruter. Qui doit recruter? Parce qu'on est dans une phase transitoire. C'est urgent maintenant. Mais vous ne voyez pas qu'on est en train de tuer partout? C'est urgent. Ça doit être la priorité des priorités. J'en parle depuis 2012. En février 2012, j'en ai parlé à des hautes responsabilités pour qu'on puisse faire face à cela. Nous devons le faire. S'il y a des élections, écoutez, on passera. L'État est une continuité. Mais il faut le faire. Que répondez-vous à ceux qui disent que les militaires doivent aller au front? Mais je l'ai déjà écrit, moi. Hein. Si vous avez fini de lire mon livre, vous le verrez. Les militaires doivent aller au front. Je vais vous dire une chose. Les militaires, quand nous nous sommes vus, qu'est-ce que je leur ai dit? Je leur ai dit, vous êtes jeunes. Vous voulez le pouvoir. Mais vous ne savez pas comment le gérer. La meilleure chose que vous avez à faire, c'est d'aller sauver la patrie et d'aller sur le front. Si jamais vous arrivez à sauver la patrie, à votre retour, on va vous porter en triomphe. En triomphe. Et vous pouvez demander ce que vous voulez. Président de la République, vous l'aurez. Premier ministre, vous l'aurez. Président de l'Assemblée nationale, vous l'aurez. Nous avons besoin qu'on sauve la patrie. Je leur ai dit, parce que moi, c'est pas parce qu'ils ont fait le coup d'État que moi je ne vais pas leur dire ce que je pense. Hein. Donc pour vous aujourd'hui, est-ce que la transition, la marche de la transition est rassurante? Non. Non, elle n'est pas rassurante. Elle n'est pas rassurante. Non. Tant qu'on ne s'occupe pas de la question de la guerre, oui. Tant qu'on ne s'occupe pas de ça, et l'argent existe, les Maliens eux-mêmes peuvent assurer. Hein? L'argent existe, il s'agit simplement de faire les audits, il s'agit simplement d'engager les procédures judiciaires contre ceux connus ici, donc qui ont détourné, qui ont volé. Et ça, c'est un crime. Il s'agit d'assurer les crimes économiques et les crimes de sang. Donc pour vous, la question de la présidentielle pour le moment n'est pas à l'ordre du jour. Il faut d'abord régler cette question de la question de la guerre, la question de la sécurité. La question présidentielle, les élections ne sont pas à l'ordre du jour parce qu'il y a des gens qui demandent à ce que ça soit maintenu. Il y a des gens qui demandent à ce que ça ne soit pas maintenu. Pour ou contre la prolongation? Je vais vous en parler. Ceux qui demandent à ce que ça soit maintenu, ils ont raison parce qu'ils veulent le pouvoir. Ils veulent le pouvoir parce qu'ils craignent que ça soit reporté. Vos anciens amis? Parce que mes anciens amis, c'est lesquels mes anciens? Je pose une question, c'est comment? Non, parmi eux, je ne vois pas qui je peux considérer comme anciens amis, sauf peut-être ceux qui ont été dans le mouvement démocratique. Okay. Je vais pouvoir en parler, hein, si vous voulez. Okay. Après, mais ils ont raison, mais vous savez,
Mais je vais vous raconter une histoire pour dire pourquoi ils sont pressés. D'abord parce que beaucoup d'entre eux, si on ne fait pas les élections maintenant, ils risquent de passer à la trappe de la justice. En 2012, février 2012, la guerre avait commencé. Il y avait eu Aguelwak. Hein? Le feu brûlait partout. J'ai été voir Djangouna Traoré, président de l'Assemblée nationale, président du parti Adema. J'étais le président de Sadi, j'étais accompagné de Sidi Ongoiba, le fils de mon grand frère, le colonel Issa Ongoiba. Il était alors administrateur du parti Sadi. Djangouna n'était pas là, il était à Kaï. Mais Ousmane Sy a bien voulu me recevoir, son directeur de cabinet. Il m'a reçu dans le bureau du chef de cabinet Moustapha Diko. Je lui ai dit, je suis venu parce que le feu brûle, il faut le sursaut national. Il faut qu'on se mette ensemble. Mais je leur ai proposé quelque chose. Faisons au niveau de l'Assemblée nationale, donc réunissons les députés pour faire tomber le ministre en question, pour que nous mettions quelqu'un, j'étais une dame, pour que nous mettions quelqu'un qui peut regarder ATT en face et nous rassembler pour que nous réglions le problème. Si on ne le fait pas maintenant, donc le pays va brûler, on va le regretter. J'ai dit, mais il y a une condition, il faut renoncer aux élections. Okay. Ils se sont regardés, les deux responsables de la demande. Ousmane Sy a dit, mais les députés ne vont pas voter. Moussa Diko a répondu tout de suite, mais comment tu peux le dire, on n'a même pas essayé. Ils sont regardés et puis ils ont dit, et c'était juste. Donc on va attendre que Djangouna vienne, vous allez vous rencontrer. Djangouna ne m'a jamais rencontré quand il est venu. Mais Djangouna a dit dans les radios et dans les journaux, même s'il ne reste que Bamako, nous ferons les élections. Ce n'est pas la même chose que disent ceux-là maintenant. Ils disent exactement la même chose. Parce qu'ils n'ont pas conscience. Donc pour vous, avant ou après, on peut encore perdre le pays. Comment? Il dit avant ou après l'élection, si élection il y a, bien sûr, on peut perdre le pays à tout moment. Si cette question de la sécurité n'est pas réglée, si je suis votre raisonnement. Mais si la sécurité n'est pas réglée, on ne pourra même pas faire les élections. À moins qu'on fasse les élections à Bamako. C'est pour ça que je vais citer cette histoire-là. Ouais. Hein? Si c'est Bamako, c'est ce que Djangouna a dit. Et les autres sont vous, les amis politiques de Djangouna. C'était une réaction condamnable à tout point de vue de la part du président de l'Assemblée nationale. Cheikh Oumar Tchoko, nous allons entamer l'autre rubrique questions directes. C'est la partie où on donne la parole aux téléspectateurs via le réseau social WhatsApp. Ils vont poser des questions, mais c'est vraiment des questions directes et vous allez répondre. Mais je voudrais... Allez-y avant dire que je me pose à moi-même la question. Oui. Je pose la question au président de la transition, le colonel Assimi Goïta. Je pose la question au Premier ministre, le docteur Choguel Kokala Maïga, aux membres du gouvernement, à tous les Maliens. Est-ce que nous aimons vraiment ce pays? Okay, c'est une question que vous posez. Est-ce que nous aimons ce pays? Vraiment, pourquoi? Si nous aimons vraiment ce pays, on ne peut pas ne pas considérer cette guerre-là et faire face à la guerre. Okay. Donc pour vous, la question cruciale, la question prioritaire aujourd'hui, c'est faire face à la guerre. Au nom de Dieu. Okay. Nous allons écouter les réactions des téléspectateurs. Rubrique questions directes. Alors, ça fait maintenant plus de 2 mois que M. Choguel Kokala Maïga a été nommé au poste de Premier ministre par le président de la transition. Maintenant, nous sommes dans une situation où rien ne bouge pour autant, rien ne change pour autant. N'est-il pas temps de se poser la question de savoir si M. Choguel Kokala Maïga était la bonne personne et surtout si il a la compétence pour le poste qu'il occupe aujourd'hui? Bonsoir, c'est Traoré Oumar. Si c'est vrai réellement, ils sont les premiers à quitter les navires du M5 car on les voyait souvent pendant les nuits à se rendre chez les militaires. Et pourquoi il avait cessé de participer aux réunions du comité stratégique du M5? Je suis Garangolo Bouaka Koumaré. 2 questions. Première, les Malicrois tant prônés n'est-il pas en train de devenir un mirage de plus pour le peuple malien? Seconde question, quelles sont les visions et appréciations du M5, TANAS et MK par rapport au déroulement actuel de la transition? Je vous remercie. J'aurais appris que M. Sissoko a une personnalité égocentrique.
À l'époque, je n'étais pas d'accord, mais quand je l'ai vu bouder la nomination de M. Sogel Kokala Maïga, je me suis dit, les M5, certes un mouvement hétéroclite, mais pourquoi contester la nomination d'un de ses membres? Parce que lui-même n'a-t-il pas été nommé, il conteste celle de Sogel Kokala Maïga, ou il juge Sogel Kokala Maïga incapable de mener à bout cette transition. Voilà la question que je voudrais lui poser. Bonne émission, merci. Cheikh Omar Sissoko, c'était là les questions des citoyens qui nous regardent en ce moment sur Joliba TV News. Donc, je peux vous reprendre la première question. Shogel, en substance. La dernière, je peux répondre tout de suite. La dernière, oui. La dernière, mais je n'ai jamais contesté. On dit de vous que vous êtes égocentrique, et puis c'est lui qui le dit, hein, c'est lui qui le dit. Et puis, pourquoi vous avez contesté la nomination de Shogel? Parce que vous n'avez pas été nommé à ce poste. Je n'ai jamais contesté la nomination de Shogel. Jamais. Et vous ne verrez aucun écrit de moi. Non. Nous avons fait simplement un communiqué pour dire que Shogel, le gouvernement a été formé, nous n'avons pas été consultés. Je informe que tout le monde a été consulté, nous ne l'avons pas été. Mais nous ne l'avons jamais. C'est nous qui avions contribué donc à son élection. Il a été élu en comité stratégique et il y avait 6 membres de EMK là-bas. Non. Donc vous n'avez jamais contesté, vous avez juste dit que vous n'avez pas été consulté pour la nomination de Shogel comme Premier ministre. Ah oui, je n'ai jamais contesté. Je n'ai pas participé au choix de Shogel Maïga comme Premier ministre. Je n'y étais pas parce qu'on m'avait mis à l'article de la mort alors que je me portais bien. Ce sont vos propos. Ouais, mais ça, c'est pas le communiqué, hein. Oui, c'est pas le ça, vous avez dit en substance, voilà. Oui. Parce que vous étiez, on dit que vous étiez malade, vous avez dit bon, qu'ils n'ont même pas. Mais là, il n'avait pas été nommé Premier ministre. Okay. Il n'avait pas été nommé Premier ministre. C'est le jour, j'ai dit ça, le jour de la prestation de serment de truc le matin. Donc c'est l'après-midi où il a été nommé. Parce que lui-même, il a déclaré que moi, j'étais malade, qu'il a été me voir. Et que je voulais même venir à la cérémonie, mais qu'il m'a dit non, il ne faut pas venir. Mais ce n'était pas exact, parce que j'ai fait 2 mois de maladie, je ne l'ai jamais vu. Il ne m'a pas appelé, il ne m'a pas envoyé un message. Ce n'était pas la grande cohésion au sein du M5 RFP. Un leader comme vous qui tombe malade, au moins c'est un coup de fil ou même vous rendre visite. Voilà, écoutez. Donc je veux dire à cet homme-là que non, je ne l'ai jamais contesté. Et encore, la dernière lettre que l'on vient d'envoyer, on a dit nous soutenons le docteur Shogel Kokala Maïga et son équipe gouvernementale. Mais il faut qu'il continue à suivre donc, la vision de. Je le rassure. Est-ce que vous l'avez félicité de vive voix quand il a été nommé, quand c'est confirmé que c'est lui le Premier ministre de Mali, de la transition? Est-ce que vous l'avez appelé? Il a dit qu'il va venir me voir. C'est moi qui voulais aller le voir. Il m'a dit non, qu'il va venir me voir. J'ai dit non. Au téléphone? J'ai dit non, il est avec Bouba au niveau du comité stratégique. J'ai dit non, vous êtes trop occupé en ce moment-là. Donnez-moi un jour, moi je vais aller. Parce que si vous voulez venir chez moi, c'est au moins 3 heures de temps que vous allez perdre. Vous ne pouvez pas le faire. Donc il m'a donné rendez-vous un jour à 17h. À 16h30, ça a été décommandé. Donc j'ai dit ok, donc j'attends qu'ils me disent quand est-ce que je peux aller. Mais on a été en délégation au niveau du comité stratégique pour féliciter. Lui-même, il n'y était plus puisqu'il était... Donc, je voudrais rassurer cet homme-là. Donc, vos relations avec le Premier ministre Shogel, ce sont le point de vos relations? C'est bon. Ah oui. Non, c'est bon. D'accord. Vous avez quitté, c'est notre intervenant qui dit, vous avez quitté le navire, il semblerait que vous avez quitté le navire du M5 RFP dès les premières heures. Pourquoi vous ne participez pas aux réunions du M5? Et puis, il dit aussi, vous soupçonnez peut-être de relations. Il disait que vous partiez aussi rencontrer les militaires à Kati. Oui, ça c'est celui qui l'a dit. Il dit que j'y allais toutes les nuits. Alors donc il devait y être lui aussi. J'ai rencontré les militaires 2 fois. C'est les rumeurs que l'on fait circuler. Vous savez, pour discréditer quelqu'un. J'ai rencontré une fois Modibo Kone et j'ai rencontré une fois Diao. N'est-ce pas? Malik Diao. Et je suis venu à chaque fois rendre compte. Et j'étais toujours accompagné par quelqu'un. Le Siri Ongoiba dont je parle, qui est maintenant URD, j'étais accompagné par lui.
Mais malgré que j'ai eu à informer, non, ils sont allés dans tous les sens, comme quoi j'allais toutes les nuits. Voilà. Et ce monsieur qui est en train de le dire, Ouais. il est en train de m'écouter. Il faudrait lui demander d'où est-ce qu'il tient cette information-là. Est-ce que lui aussi il était là-bas? C'est tellement que vous vous retrouvez ensemble. Hein. Ah, certainement, je crois. On dit que de vous que vous aviez cherché le poste de Premier ministre, hein, vous l'avez cherché mordicus, hein, ce poste de Premier ministre. Est-ce que c'est de l'intox? Non, c'est de l'intox. Okay. Non. Mais on m'aurait donné le poste de Premier ministre que je ne l'aurais pas accepté parce que moi je n'irais pas à un gouvernement avec des gens de la CMA qui détiennent encore Kidal entre leurs mains. C'est le territoire du Mali. Ils le font avec la France, mais aussi ils détiennent les armes. Non. Ça, ce sont mes convictions et mes principes. Okay. Et je sais que les militaires sont fixes là-dessus. Non, ils savent parfaitement qu'ils ne peuvent pas gérer le gouvernement avec moi. Okay. Non. Ça, je peux les rassurer, je n'ai jamais demandé. C'est l'Assemblée générale de EMK qui a exigé que mon CV aille parmi les 14 CV pour aller là-bas. Okay. Et quand ça a été là-bas, c'était pour dire les 14 CV sont là, mais il faut décider, il faut choisir 3 personnes. D'accord. Terminé. Oui. Et le troisième intervenant, il dit le Mali Koura prôné est-il en train de devenir un mirage pour le peuple malien? Ça, c'est une première question. Et l'autre question, votre regard, le regard tendance et MK sur la transition. MK a décidé comme M5 d'être une veille citoyenne. Nous avons une commission scientifique qui se réunit tous les samedis. Nous avons une assemblée générale qui se réunit et nous examinons donc les décisions et les actions. S'il y a une décision et une action qui ne nous convient pas, écoutez, on se réunit et puis on va faire un communiqué. Jusque-là, on n'a pas fait de communiqué. Même si on a des observations sur le programme d'action gouvernementale. Je pense que la prochaine assemblée générale va certainement se réunir pour essayer de définir si on est en phase avec ou s'il faut faire un communiqué. Je viens de vous dire déjà que moi, j'ai des observations sérieuses et ces observations s'adressent aussi bien au Premier ministre qu'au président de la transition, qu'au président du CNT. En considération de la situation extrêmement grave qu'il y a dans le pays, le CNT aussi peut interpeller le gouvernement. Et je m'adresse aussi donc aux citoyens du Mali. Nous sommes en guerre. Il faut que nous exigions que les conditions soient réunies. Le problème de la refondation est une tâche de longue haleine. Il peut y avoir des piliers de la refondation que l'on peut mettre en place. Hein? Il y a des actions extrêmement utiles à mettre en place. C'est quoi? C'est non seulement les crimes économiques et de sang, il faut engager des procédures judiciaires, on va ramasser un paquet de sous avec ça, mais en même temps, donc, il faut penser donc, au pouvoir d'achat auprès de la ménagère. Les prix sont en train de gonfler, les paysans n'ont pas d'engrais, les paysans n'ont même pas de champs parce que les terroristes viennent occuper leurs champs où ils leur disent tu veux cultiver, il faut payer 50 000 francs pour ton champ ou il faut payer 100 000 francs pour ton champ. Mais voilà des problèmes qui nous amènent donc à dire vraiment que l'économie aujourd'hui au Mali est en panne, elle va être beaucoup plus en panne demain. Et que l'école, la santé sont en panne, l'eau, l'électricité. Ça, c'est des choses que l'État peut régler. Si l'État règle cela, vous pouvez être sûr et certain qu'il va y avoir de la confiance entre les Maliens et l'État. Et ça va permettre de réaliser beaucoup de choses. En plus, la question de la sécurité, de la guerre. Oui. Choguel a-t-elle des compétences? Choguel a-t-il des compétences pour le poste? Choguel a des compétences, bien sûr. C'est question de citoyen. Bien sûr. Mais si on l'a désigné au niveau des M5... Je rappelle que c'est question de citoyen. Hein? Voilà. C'est question de citoyen. C'est une question de citoyen. Oui, voilà. Citoyen de quelqu'un qui a appelé. Qui a appelé, Ah oui, s'il n'avait pas les compétences, on ne l'aurait pas désigné. Ça, c'est clair. Il faut que les gens arrêtent de dire que vraiment nous sommes opposés donc, à la désignation de Choguel. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Et si jusque-là, est-ce que depuis la nomination de Choguel, est-ce qu'ils ont entendu vraiment une critique? Ça fait 2 mois qu'il est. Est-ce qu'ils ont entendu une critique? Ça ne veut pas dire que ça ne va pas venir. Donc, les gens, il faut qu'ils arrêtent vraiment... Donc, est-ce qu'on peut dire que l'état de grâce est fini
pour le duo Assimi Goïta, pour les acteurs de la transition. Mais pourquoi les gens disent ça? C'est une question qu'on pose. Non, ils viennent ensemble donc de sortir un programme d'action gouvernementale. Le programme d'action gouvernementale, ce n'est pas seulement celui de Choguel et de son gouvernement. Le programme d'action gouvernementale a été d'abord présenté le 13 juillet en Conseil des ministres et ça a été accepté. Hein. Okay. Et si vous voyez depuis la nomination de Choguel, le premier Conseil des ministres, la feuille de route de Assimi, c'était les 4 axes que Choguel a scrupuleusement respectés, n'est-ce pas? Et d'ailleurs, donc, en tournant un peu le dos donc, aux 10 points de revendication de M5. Oui, nous allons, avant de poser l'avant-dernière question, Monsieur Cheikh Oumar Sissoko, vous êtes cinéaste. Est-ce que pour vous, il faut, je ne sais pas, connaître un peu les mises en scène? Il faut être un bon scénariste, hein, souvent, pour faire de la politique dans le contexte malien. Est-ce qu'on a besoin un peu d'être un bon acteur pour être un bon politique? Non, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Le cinéaste que vous êtes, si vous regardez souvent la politique malienne, est-ce que vous n'avez pas souvent l'impression que ça vous renvoie à des films comme... Est-ce que ça ne vous renvoie pas à des images, à des mises en scène? Je ne sais pas, c'est une question que je pose comme ça. Oui, bien sûr, on peut faire beaucoup de films parce que beaucoup de politiciens sont de vrais comédiens. Ils font tout le temps du cinéma parce qu'ils ne disent pas la vérité. La grande question ici dans notre pays, c'est que les politiciens ne disent pas la vérité. Et les politiciens ont des agendas souvent cachés. Hein? Et malheureusement, ces agendas cachés ne portent pas sur le redressement de notre pays. C'est ça qui est malheureux. Okay. Et bien, ce n'est pas seulement les politiciens, c'est la plupart des Maliens. Que ce soit les adultes, que ce soit les chefs religieux, que ce soit les rebelles, que ce soit ce qu'on appelle nos amis. Okay. Donc, ce qu'on appelle nos amis, vous faites allusion à la France. Hein. Vous avez des relations, vous avez... La France, la France, ils sont venus aider, ce sont des partenaires qui sont venus aider le Mali, à l'appel du Mali, justement. Hein. Vous êtes dur avec nos amis. Lisez mon livre et vous comprendrez que ce que nous vivons aujourd'hui, les enjeux économiques et géostratégiques de la France sont déterminants dans ce que nous vivons aujourd'hui. Parlez un peu, en une minute, parlez-nous de ces enjeux économiques-là. Pour le citoyen, peut-être qu'il y a du mal à comprendre ces enjeux économiques. Dans un français simple et accessible à tout le monde. Rapidement, nous sommes pratiquement à la fin de l'émission. Si enjeu, il y a bien sûr. Il y a un enjeu. La France, aujourd'hui, a 2600 milliards d'euros de dette du capital financier et des multinationales. Elle a la corde au cou. En même temps, elle voit que son précaré, le Mali, le Burkina, l'Afrique de l'Ouest, l'Afrique francophone, est investi par des pays comme la Chine, la Russie, le Brésil, l'Inde, la Turquie, l'Afrique du Sud, qui viennent occuper le terrain, chercher des marchés, chercher des territoires, des matières premières, et que ça va réduire complètement ses revenus. En même temps, les nouvelles technologies ont fait découvrir que 80% de notre territoire contiennent des ressources naturelles immenses. Je vous dis immenses. Hein? C'est plus que l'Eldorado. Alors la même guerre qu'on est en train de mener au Congo, c'est cette guerre-là qu'on est en train de mener aujourd'hui, au Mali, au Burkina et au Niger. Et il fallait d'abord une première étape, la guerre sur Kadhafi. Une deuxième étape, la création du MNLA. La guerre du MNLA, 2012. Une troisième étape, Kona, avec l'intervention de Serval et l'occupation de Kidal. On interdit au Mali de rentrer dans Kidal. On fait revenir le MNLA qui avait été complètement battu sur le terrain par le Moujoua. Ils étaient allés au Niger, et au Burkina Faso et à Mauritanie. Ça, c'était en 2013. 2014, l'accord de défense. Et 2015, l'accord d'Alger, qu'on appelle l'accord pour la paix. Ce n'est pas un accord pour la paix. Donc ce sont des raisons pour vous? Non, je parle sérieusement pour dire que vraiment, ce sont les éléments constitutifs vraiment d'une stratégie pour déstabiliser notre pays. Cette guerre-là a été engagée à ce niveau-là
Et si on regarde toute la stratégie qui a été menée, d'abord le nord, et ensuite on glisse vers le centre, et ensuite maintenant on est en train de prendre donc le pays. Si on nous déstabilise, qu'on est totalement à genoux, et c'est en ce moment-là qu'ils vont venir. Parce qu'aujourd'hui, ils ne font pas grand-chose. Même les renseignements aériens dont on a besoin, les renseignements aériens, c'est quoi? Tu as avec les nouvelles technologies la possibilité de voir les mouvements des hommes, des animaux sur tout le territoire. C'est en ce moment-là qu'on peut savoir quand les motards, avec les terroristes, quand ils bougent, quand ils viennent et où ils vont. Les nouvelles technologies le permettent aujourd'hui. Les Américains, depuis l'Allemagne et Stuttgart, peuvent le montrer. Les Français, depuis ici et l'Élysée, peuvent le montrer. C'est pour ça que nous, il faut qu'on ait notre part. Il n'y a aucune raison qu'on n'ait pas. Parce que si on a ça, le problème est réglé. Okay. On sait où les gens vont venir, où est-ce qu'ils partent. Okay. Voilà ce que je voulais dire. Donc justement, la dernière question, puisque le thème, on avait un thème générique, hein. Quel avenir, d'abord pour le Mali, quel avenir pour la transition? Rapidement, Cheikh Oumar Sissoko, quel avenir pour le Mali, pour la transition? L'avenir pour la transition, elle est entre les mains de ceux qui dirigent la transition. Si ils arrivent à avoir une vision, et si ils arrivent à écouter les Maliens, les partis politiques, comme ceux-là qui sont en train de demander aujourd'hui donc, que la date des élections soit respectée, ils sont à écouter. Ils arrivent à écouter donc, la société civile. Hein? Mais vraiment, écouter M5. Et écouter M5, c'est surtout le Premier ministre. Le Premier ministre qui sort de M5, même s'il dit, et c'est juste ce qu'il dit, qu'il est le Premier ministre de tout le monde, il doit avoir donc une préférence de discussion avec le M5, parce que nous pouvons le conseiller, nous pouvons, après toute la lutte que nous avons menée ensemble, lui amener à avoir donc cette vision qui va amener la rupture, parce que c'est ça qu'on veut. Okay. La rupture, c'est quoi? C'est le régime politique, social, culturel qui était avant et qui a totalement cassé ce pays. Nous voulons rompre avec ce régime-là. Et rompre avec ce régime-là, il faut vraiment donc une vision, il faut un combat. Mais si Assimi et Choguel se mettent ensemble, et c'est détestable ceux qui commencent à dire qu'il y a une faille entre eux, hein, c'est ça le sort des Maliens. Les Maliens sont, je me permets de le dire, dans la plupart bêtes, stupides, méchants, vraiment, et apatrides. Hein. Ce qu'on a à faire aujourd'hui, au lieu de dire cela, c'est vraiment de continuer à soutenir Choguel et de continuer à soutenir Assimi jusqu'à ce qu'ils disent non au changement avec le Mali. C'est eux qui le disent qu'il faut dénoncer. Moi, je ne le dis pas. Et le jour où je vais le constater, je ne vais pas me taire. Merci, Cheikh Oumar Sissoko. C'était un plaisir de partager cet entretien avec vous. Merci d'être là. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de cette émission que j'ai eu l'immense plaisir de présenter. Merci de votre fidélité toujours renouvelée au programme de Djoliba TV News. Vous pouvez retrouver cette émission demain, la rediffusion de l'émission en toute liberté demain 10h, dimanche 22h. Demain, vendredi 10h, dimanche 22h. Mesdames, Messieurs, merci et on se retrouve à jeudi prochain pour un autre numéro de votre émission en toute liberté. Au revoir. En toute liberté.